Tu te rappelles Lady Oscar? Non. Ça nous est très souvent demandé pourtant. Tu te rappelles les entrechats? Non. Très demandé aussi. Tu te rappelles Cat Size? Bon, ça va, on a compris. Qu'est-ce que tu veux? Les dessins animés qui ont été diffusés dans les années 80 ont une communauté de fans particulièrement active et particulièrement enthousiaste. Oui, j'ai remarqué. On voit plus rarement ça de nos jours. Beaucoup de ces suggestions portent sur des séries qui m'ont effectivement bien marqué étant petite. Visiblement, elles n'ont pas marqué que moi, vu l'importance de leur fandom sur internet. Mais malheureusement, beaucoup ne feront pas l'objet d'un épisode. Les séries de ma génération ne sont traitées qu'une fois par an, dans mes vidéos solo en avril. Et à raison d'une seule vidéo par an, je dois être drastique dans ma programmation. Et ne garder que ce qui est effectivement exceptionnel. Mais alors pourquoi avoir mis autant de séries sur ta liste de visionnage? Tout le paradoxe est là, il y a énormément de séries de mon enfance qui m'ont marqué. Or, comme je l'ai déjà évoqué dans de précédentes vidéos, je suis souvent déçue lorsque je suis confrontée à la réalité d'une série enjolivée par le souvenir. La comparaison avec les séries que j'ai vues depuis, celles qui ont été faites entre les années 90 et 2010, est rarement flatteuse. Les belles images dont je me souvenais sont beaucoup plus brouillonnes que celles qui ont été dessinées depuis, sur les mêmes sujets et en s'en inspirant. Les belles musiques dont je me souvenais sont beaucoup moins poignantes que celles qui ont été composées depuis pour les mêmes types de situations. Les scénarios époustouflants dont je me souvenais sont beaucoup moins cohérents que ceux qui ont été faits depuis pour raconter les mêmes histoires et en s'en inspirant. Les thèmes profonds et variés dont je me souvenais sont traités beaucoup plus superficiellement qu'ils l'ont été depuis dans des dessins animés qui s'inspirent des précédents. Aujourd'hui, il y a moins de thèmes en quantité, mais ils sont traités plus profondément avec qualité. C'est triste, mais j'ai grandi. L'industrie du dessin animé aussi. Les années 90 ont inventé le concept du produit culturel jeunesse qui doit être un produit de qualité, même s'il est destiné à des enfants pas trop exigeants. Après avoir créé à tour de bras, lancé toutes sortes de pistes, posé toutes sortes de jalons sans se brider parce qu'on ne s'imposait pas la contrainte de faire une œuvre immortelle, on a fini par penser que, quitte à créer du dessin animé, on peut quand même faire un bon truc avec. Et ça tombait bien parce que les années 80 avaient mâché le travail et préparé un terrain propice en créant des recettes, des concepts, des codes, de l'humour, en expérimentant ce qui marche et ce qui marche pas. Du coup, oui, quand je revois ces séries de ma jeunesse, je suis souvent déçue. Parce que tout ce que je revois a été refait, en version améliorée, avec une meilleure technologie, de meilleures conditions et plus d'exigences. Mais en même temps, je me retrouve à me dire, tiens, c'est donc à ce moment-là que ce concept-ci a été créé. T'es en train de me dire que regarder les séries de ta jeunesse n'a plus qu'un intérêt archéologique? N'exagérons rien. Ayant grandi avec, je ne suis pas objective vis-à-vis de ces séries. Mais dire que je n'y trouve plus mon compte aujourd'hui en tant qu'adulte serait exagéré. Le souvenir enjolivé que j'en avais et l'habitude que j'ai prise de voir des séries animées des années 90 me gâchent souvent le plaisir de visionnage. Mais il y a des compensations. D'une part, beaucoup d'aspects de ces séries qui m'avaient échappé à l'époque m'apparaissent aujourd'hui. Quand j'étais petite, j'étais pas capable d'apprécier ni l'ironie, ni la parodie, ni le comique de l'absurde. Depuis, j'ai découvert les clés de bagnole et les YouTube Poop, autant dire que je suis beaucoup plus ouverte au délire psychédélique de Gaspard Savoureux goûtant un plat du petit chef. D'autre part, même dans ma déception, je suis obligée d'admettre que j'ai toujours un lien affectif très fort avec ces séries. Un lien qui n'est pas juste nostalgique. Mon imaginaire s'est développé grâce à elles. Elles sont la base de mon univers personnel. Ce qu'elles ont à offrir n'est certes pas exempt de défauts, mais c'est marquant. Marquant au point qu'on est tenté de se voiler la face sur ce qui pêche et de se convaincre que c'est bien mieux que ça n'est en réalité. Et toutes les séries de tes 8 ans t'obligent à ce déni? Oh, pas toutes. Ulysse 31 et Rahan sont bien à la hauteur de mes souvenirs. Goldorak, j'ai toujours été consciente de ce qui était crétin dedans. Et aujourd'hui, non seulement ce crétin ne me gâche pas l'expérience de visionnage, mais en plus ça fait partie du plaisir. Comme je viens de dire, le petit chef, j'apprécie beaucoup plus maintenant qu'avant. Parce que je suis devenue beaucoup plus sensible à ce genre d'humour. Et que la notion de parodie ne m'est plus aussi étrangère que quand j'étais gamine. J'aimais les hologrammes, si j'ai vu depuis de meilleures mises en scène sur le thème de la double vie. Et si les paillettes et le rose ne suffisent plus à me faire accrocher à une histoire, je comprends maintenant suffisamment bien l'anglais pour apprécier les numéros musicaux. Par contre, Jay Sushira, c'est fini, je n'y trouve plus mon compte. Il ne me suffit plus que le héros soit sexy et que le personnage principal soit une fille. Maintenant, j'ai besoin qu'il se passe des choses, que ces choses aient un minimum de sens, ou que ce qui est bizarre soit assez déjanté pour être drôle. Moi qui ai découvert Shira en étant adulte, je trouve que c'est assez déjanté pour être drôle. Attends, c'est quand même une série où les héros se servent de la magie pour fabriquer des châteaux de sable, où le son est une arme de combat, où les morales de fin d'épisode sont toutes plus improbables les unes que les autres, et tu as déjà suffisamment cité l'histoire de la lune qu'on attrape au grappin pour empêcher une éclipse. Moi j'ai bien ri devant ces épisodes, cette série est ridicule. Mais je n'avais pas besoin de ne pas la trouver ridicule pour l'apprécier, j'ai le sentiment que tu résistes juste profondément à l'idée de la voir comme une parodie. Forcément, je croyais que c'était une série sérieuse. Il y avait une tyrannie à renverser, l'héroïne recrutait de nouveaux alliés pour la résistance, ça parlait de liberté, de loyauté, de courage civique, de responsabilité.
Je m'étais juste pas rendu compte que ça en parlait si mal. Comme je disais, dans ce genre de situation, on est tenté de se voiler la face sur ce qui pêche. Mais si je dois revoir les séries de mon enfance, je dois être honnête avec moi-même. Il y avait dans ces séries beaucoup de trucs qui ne fonctionnaient pas. Certes, les partis pris de mise en scène deviennent compréhensibles si on part du principe que ces séries cherchent d'abord à être drôles parce qu'absurdes. Mais même en décidant rétrospectivement que c'est drôle, on peut difficilement croire que ça avait toujours l'intention de l'être, que ce qui est débile et bizarre a toujours été mis là pour le gag. Face à ça, Sonic le Rebelle, malgré tous les reproches qu'on peut lui faire, a un scénario assez similaire à She-Ra et semble pourtant mieux maîtriser les moments où il cherche à être sérieux et les moments où il est parodique et humoristique. Rendons aussi à César ce qui est à César. Une grande partie de ce qui est débile et bizarre vient du fait que les traductions des années 80 ont été faites avec les pieds. Et je parle pas juste des pétages de plomb volontaires qui ont été faits dans Ken le Survivant. Julia, je n'avais pas fini de construire la rambarde, Julia! Soit parce que les traducteurs n'étaient pas très performants dans la langue qu'ils traduisaient, qui était souvent le japonais, soit parce qu'ils n'en avaient rien à foutre, il y a parfois des méga contresens, des traductions incohérentes d'une phrase sur l'autre, ou des traductions littérales qui font que la phrase d'arrivée n'a aucun sens. Montre-moi que tu as l'âme d'un guerrier. Je ne peux pas. Quoi? Aucun homme ne peut combattre. Lorsque c'est une femme qui anime son esprit... Lorsque nous avons visionné Dragon Ball, nous nous sommes amusés à afficher les sous-titres français de la VO en même temps que nous regardions la VF, histoire de comparer les deux. Parfois, la phrase française veut dire exactement le contraire de la phrase japonaise, comme si un ne pas avait échappé au traducteur. Mais parfois, ça ne peut pas juste s'expliquer par une méconnaissance de la langue. Les traducteurs n'ont visiblement même pas cherché à comprendre l'histoire qu'ils traduisaient. À propos, dites-moi une chose. Vous affirmez que Son Goku a déjà rencontré le Tout-Puissant. Est-ce que c'est bien vrai, ça? Et la qualité du son n'arrange rien. Beaucoup des scènes de Jace perdent tout leur dynamisme à cause du manque de qualité du son. Bon, là, c'est peut-être dû à la qualité de l'enregistrement. Mais puisqu'on parle de Jace, ajoutons à ça que les blagues sont dites avec un ton tellement sérieux qu'on se demande si les personnages plaisantent réellement. J'ai vu des cieux dans la neige. Des œufs à la neige? Et on comprend pourquoi je n'arrive plus à adhérer à cette série, malgré le méchant qui pue la classe, l'adorable et courageux petit chevalier mécanique qui brave 1000 dangers pour protéger son maître malgré le fait qu'il tremble de tous ses boulons, le poisson qui n'aime pas l'eau, le superbe dessin qui reste époustouflant malgré les années et les avancées techniques, et malgré la superbe musique qu'on dirait Beethoven. Mais d'une manière générale, indépendamment de la qualité technique, les partis pris de doublage des années 80 sont particuliers. Les voix françaises dans les années 80, surtout celles des méchants mais pas seulement, sont souvent nasillardes, cartoonesques, voire déformées artificiellement, de sorte qu'il est impossible de croire qu'il s'agit de la voix d'une personne réelle. C'est une impression générale sur des séries et des doublages très divers, donc difficile à objectiver avec des mots, mais on a le sentiment que c'est un doublage qui cherche d'abord et avant tout à faire du bruit. Bravo! Cette tendance n'est pas spécifique des années 80, mais elle tend à disparaître avec le temps pour laisser la place à un doublage plus réaliste de personnages jouant par ailleurs le même rôle. Il y a dans la cité de l'horizon, auprès de ce faible et lymphatique pharaon, une petite fille qui représente tout ce que toi et moi haïssons. Et qu'une seule d'entre elles vienne à se réveiller, et tu retournerais dans le passé anéanti. Cette tendance se poursuit dans les années 2000 pour que ce soit finalement les personnages les moins normaux qui se retrouvent avec les voix les plus normales. C'est un pur régal. Enfin, il y a toujours des exceptions. Peu importe, je connais déjà le sort de ce cher Albert, tout comme je savais que vous alliez apparaître ici et maintenant. Ce parti pris des années 80 avait sans doute pour but de rendre les dessins animés plus dynamiques, plus toniques pour attirer l'attention des enfants. Et il se justifiait sans doute aussi par le fait que les comédiens étaient souvent plusieurs personnages de la même série. Mais même si on arrive plus souvent à avoir une personne par personnage, les professionnels des années 90 parviennent à garder une voix sérieuse même pour doubler plusieurs personnages. Hé Aude, mon vieux, t'es un pur génie. Bah, faudrait savoir. Décide-toi. Je suis un crétin ou un génie? T'es un génial crétin. Bon, ça compte pas. Dans Cosmo Cats aussi, le doublage laisse à désirer. Une bonne partie des personnages secondaires parlent de manière totalement incompréhensible. Il me disparaître tout de suite avant que je me fasse leur sinon vous allez le regretter, Vous comprenez? Je comprends pas comment tu arrivais à suivre. Moi non plus, mais en même temps je suivais Robin des Bois de Walt Disney sans le moindre problème, preuve que comprendre le dialogue dans le détail n'est pas forcément une nécessité. Je commence à comprendre ce qu'ils disent. De toute façon, le coup des personnages qu'on comprend pas quand ils parlent, ça n'a pas disparu après les années 80. Il y a eu ça aussi dans Les Kangous et SOS Croco. Le cas typique des années 80, c'est celui des Chevaliers du Zodiaque, avec les voix qui changent d'un épisode sur l'autre. Bon, ça passe encore. Des personnages masculins doublés par des voix féminines passent encore aussi. Mais des personnages tantôt doublés par des voix féminines, tantôt doublés par des voix masculines, compte tenu du chara-design totalement androgyne, ou pas très clair dans le cas d'autres séries, c'est vraiment confusionnant. Et concernant les Chevaliers du Zodiaque, ça me rappelle ma frustration personnelle qu'il n'y ait pas de fille à laquelle je puisse m'identifier dans l'équipe principale,
Alors que le thème pourtant évident de la femme chevalier qui se rebelle contre la loi injuste qui oblige les femmes chevaliers à porter un masque n'est pas traité dans la série d'origine. Un autre domaine dans lequel on n'avait pas l'air trop exigeant à l'époque, c'est la cohérence du scénario. Sur toutes les séries d'avant 90 que nous avons vues, il y a très peu de scénarios qui tiennent la route jusqu'au bout sans jamais un faux pas. Ulysse 31 est peut-être le seul durant lequel nous n'avons jamais levé les yeux en disant « Attends mais c'est n'importe quoi là !» Et encore ça tient peut-être en partie au fait que le scénario est relativement simple. Oui, même les formidables mondes engloutis ont leur couac. Au centre de la Terre, le temps géologique ne doit pas être le même que le nôtre, donc... Ah, on s'autorisait sans doute un peu de négligence, mais la négligence en question pouvait prendre des formes diverses et variées. Dans Chase, l'histoire de fond est bonne, mais les situations sont mal expliquées dans les dialogues et ça manque de tension dramatique. Dans Les Chevaliers du Zodiaque, la mise en scène est excellente et l'emphase des dialogues est assez jouissive, mais il faut pas trop faire gaffe à l'histoire de fond parce qu'elle a juste aucun sens quand on y réfléchit 5 minutes. Du point de vue des personnages, il est censé y avoir le grand pop du temps où Saori était bébé, qui a tenté de la tuer, celui du temps où Seyar a eu son armure, qui est gentil, et Arles, celui qui poursuit les héros actuellement, qui est censé être le frère du précédent et lui avoir succédé à sa mort. Sauf que, d'une part, les personnages agissent souvent comme si ces trois grands pop n'en étaient qu'un seul, ce qui va se révéler être vrai, mais qui n'ont aucune raison de savoir avant la scène où Saori suppose, on ne sait pas trop pourquoi à part que c'est la vérité et qu'elle est une super déesse qui devine tout, que le pop actuel est en fait le même pop que celui gentil qui a remis son armure à Seyar. Ils ne statuent pas sur le pop qui a tenté de tuer Saori quand elle était bébé il y a 13 ans, mais ils font comme si c'était également la même personne. Bon, ok. Admettons d'une part que les traducteurs aient pas compris quelles infos les personnages n'étaient pas censés connaître à l'instant T qu'ils étaient en train de traduire, et qu'ils les aient fait avoir un savoir qu'ils n'ont pas encore. C'est possible, c'est comme ça dans la VF de Digimon. Pourquoi Arukenimon nous a demandé de venir ici? Je n'appartiens pas à la race humaine. Je suis... Arukenimon. Admettons également que, depuis des années, un grand pop immortel règne sur le sanctuaire et cache son immortalité en faisant semblant régulièrement de mourir et en désignant comme son successeur celui qui sera sa nouvelle identité pour la prochaine décennie. Saori nous dit également que ce grand pop est en réalité le chevalier des Gémeaux. Forcément ce chevalier-là, parce qu'il a deux visages. En fait, il a bien 2 lignes de conduite, mais 3 identités si j'ai bien compté, mais je vais pas digresser. Sauf que là, problème, Marine découvre le cadavre du grand pop, du vrai grand pop que le chevalier d'or des Gémeaux a tué pour prendre sa place. Donc, il y avait bien un grand pop authentique à mettre quelque part dans l'équation. Avec de la bonne volonté, on peut décider que ce pop a régné et est mort juste avant le début de toute notre histoire, et que le chevalier des Gémeaux a ensuite eu 3 identités de grand pop successifs. Admettons, même si d'un point de vue narratif c'est étrange, en ce sens que finalement, Arles est un nom sorti nulle part qui n'appartient à aucun personnage, même en VO d'après Wikipédia. C'est admissible du point de vue de la cohérence, mais il n'en reste pas moins que l'attitude des personnages vis-à-vis de ce sac de nœuds est incompréhensible. Ils agissent tantôt comme s'ils savaient qu'il n'y avait qu'une seule personne, tantôt comme s'ils croyaient qu'il y en avait 3, et leurs actions n'ont plus de sens selon qu'ils croient à l'une ou à l'autre théorie. Bon, j'arrête de me prendre la tête, après tout, moi j'ai juste payé pour voir des gens grimper un escalier. L'avantage des Chevaliers du Zodiaque, c'est que les événements qui se passent sur le devant de la scène sont suffisamment jouissifs pour qu'on puisse se dire « Oh, peu importe si ça n'a pas de sens, c'est quand même trop classe ». Mais on peut se faire cette réflexion parce qu'il y a tout de même un minimum de background pour qu'on sache à peu près dans quel univers on est, même si ce background est un peu incohérent. Dans les Samouraïs de l'Éternel, on a trouvé le truc imparable pour ne pas avoir d'incohérence dans l'histoire de fond. On n'explique simplement jamais au spectateur ce qui se passe, ni pourquoi il est censé en avoir quoi que ce soit à foutre de ce qui se passe. Pire encore, quand on va à la rencontre d'un personnage censé assurer l'exposition de la situation, il meurt avant d'avoir pu faire son discours. Et là, pour le coup, il y a beau ne pas y avoir d'incohérence, c'est surtout la façon dont Marc-François délire avec le personnage qu'il double qui permet d'accrocher à la série, parce que s'il fallait compter sur l'histoire... Dans Dragon Ball, c'est les motivations des personnages qui sont pas très convaincantes. Mais ça, à la rigueur, c'est fait exprès. Dragon Ball se moque suffisamment d'elle-même à longueur de temps pour qu'on rigole du fait que les personnages soient idiots, mesquins, obsédés, hypocrites. Ok, le maître en arts martiaux du héros est un obsédé, harceleur unilatéral, et le fait qu'il s'agisse d'une référence culturelle ne rend pas le gag plus subtil sur la durée. Bulma cherche les boules de cristal parce que, vu son caractère, faire un vœu auprès du dragon est le seul moyen qu'elle a de trouver un petit ami. Mais le roi du monde est un chien, les voitures se rangent dans des capsules. Alors ok, on a compris, c'est pas sérieux. On va pas prendre tout ça au sérieux. Soyez aussi absurde et aussi grotesque que vous désirez, je vous suis. Dans Dragon Ball Z... Non mais Dragon Ball Z, ça compte pas, c'est les années 90. C'est une blague. Non ? Pour faire cette review, tu m'as obligé à me retaper l'intégralité des 291 épisodes de Dragon Ball Z, avec les situations interminables, les péripéties
inintéressantes et mal timées, qui surviennent au moment où le spectateur est dans le plus mauvais état d'esprit pour les apprécier, les personnages insupportables qui ont en tout pour tout un seul neurone qui se passent les uns aux autres selon les besoins du moment, ceux qui sont introduits pour que finalement on n'en fasse rien, le chara-design Rob Liefeldesque, chaque bonne idée systématiquement abandonnée en cours de route, chaque personnage intéressant systématiquement mis à l'écart, chaque situation intéressante systématiquement sabotée dans l'œuf, des trous dans le scénario assez gros pour y faire passer des planètes, le protagoniste principal qui préfère mettre en péril la galaxie entière et abandonner femmes et enfants plutôt que de renoncer à un combat que de toute façon il va laisser tomber dès que ça ne l'amusera plus, et tout ça pour que tu me dises « Non mais c'est hors sujet, c'est les années 90 !» Bah c'est un classique, il fallait que tu le vois pour ta culture G. Je vais te tuer. Après la review si tu veux bien. Si tu es encore vivante, parce que là je crois que tu viens de te mettre la totalité d'internet à dos. Je prédis une averse de commentaires plus torrentiels encore que lorsque nous avons fait part de notre désamour pour FR Brotherhood. Ça a été un plaisir de te connaître. Bon, accorde-moi 5 minutes pour justifier mon point de vue. 5 minutes, pas une de plus. Et pas les 5 minutes qui durent 3 heures. Cette vidéo va être suffisamment longue comme ça. Ok, je fais vite. Vous me direz que si je n'aime pas Dragon Ball Z, c'est parce que j'aime bien Dragon Ball, parce que Dragon Ball Z est la suite de Dragon Ball, en beaucoup moins parodique et en beaucoup plus épique. Eh bien, vous aurez sans doute en partie raison, mais en partie seulement. Cependant, avant de vous exposer les autres griefs que j'ai vis-à-vis de cette série, laissez-moi vous exposer pourquoi l'esprit Dragon Ball me semble plus appréciable. Un truc qui me frappe chaque fois que je discute avec des fans de Dragon Ball Z, c'est qu'ils sont parfaitement conscients de tous les éléments que je viens de citer comme étant des défauts, mais que pour eux ça fait partie du plaisir de visionnage. Yamcha cantonné au rôle de mec qui sert à rien, 20 minutes d'épisode qui consistent uniquement en une succession de gros plans sur les sourcils froncés de Sangoku en train de se changer en Super Saiyajin. Le fait que les personnages mettent 10 minutes à comprendre des choses parfaitement évidentes. Tout ça, c'est ce qui fait de Dragon Ball Z une série appréciée. Ok, vous savez quoi? Si c'est effectivement ça que vous appréciez dans Dragon Ball Z, alors c'est une excellente raison de l'apprécier, parce que ce sont des éléments qui sont effectivement dans la série. Je peux vivre tout à fait sereinement le fait qu'il y ait des fans de Dragon Ball Z, même si j'en fais pas partie. Cependant, si tout ça fait partie du plaisir de visionnage, alors c'est que l'intérêt de Dragon Ball Z est, comme Dragon Ball, d'être auto-parodique. Or, comme je l'ai dit précédemment, auto-parodique, Dragon Ball Z l'est beaucoup moins que Dragon Ball. Dans Dragon Ball, il y avait des dinosaures qui parlent, des animaux anthropomorphisés, des petites filles en bikini qui lancent des rayons laser par le casque, des robots à tête de monstre de Frankenstein, et surtout, c'était une série humoristique qui savait rire d'elle-même. Dans Dragon Ball Z, l'humour passe au second plan et consiste principalement en Chichi et Bulma sont insupportables. Les dinosaures sont de simples animaux et les animaux anthropomorphisés ont quasiment disparu. On a bien des équipes de soldats d'élite avec des noms de produits laitiers qui se font appeler les forces spéciales du lait et font une chorégraphie avant de passer à l'action, mais de mon point de vue, ce n'est plus assez délirant pour être drôle. C'est pas que je trouvais les blagues de cul de Dragon Ball particulièrement fines, mais l'esthétique de la série avait tout de même le mérite d'être cohérente. Dans Dragon Ball Z, ça devient de l'humour de Tom et Jean-Ry. Sans compter que l'humour de Dragon Ball était un prétexte pour détailler l'univers avec ses paysans persécutés par des monstres, ses marchés orientaux, ses dojos où on apprend à voler ou à enfermer les monstres dans des autocuiseurs. Dragon Ball Z a des paysages beaucoup moins variés et une société beaucoup plus uniforme qui a complètement oublié ses tournois d'arts martiaux quelques années plus tôt, où loups-garous et enfants à queue de singe s'affrontaient à coups de rayons laser. Oh, c'est un tour de passe-passe bien rodé, c'est tout, je vous assure. L'autre truc qui me semble perdre en efficacité, c'est l'évolution du chara-design. Les personnages de Dragon Ball étaient tout en traits arrondis, dessinés et habillés de manière cartoonesque. Comme Dragon Ball Z se veut être plus sérieuse, elle essaye d'avoir des chara-design plus sérieux, plus classe. Mais partant d'une esthétique de cartoon et campant des personnages tout en muscles, elle arrive à cette espèce de design un peu bâtard, caricatural sans lettres, et au risque de me répéter, digne du Captain America de Rob Liefeld. Beaucoup trouvent ce chara-design très beau. Moi je suis particulièrement fan du design de Cell. Moi j'aime beaucoup celui de Piccolo. Et aussi celui de Chichi, même si le personnage attend l'arc de Cell pour être à peu près supportable. Mais dans l'ensemble, j'ai un vrai problème avec ces personnages qui s'efforcent d'avoir des proportions normales et des visages symétriques, mais ont quand même des muscles hypertrophiés avec des bosses sur les bosses et des silhouettes improbables. Ça veut être beau, mais c'est pas beau. Les chevaliers du Zodiaque, c'est beau. Les samouraïs de l'éternel, c'est beau. Cat Size, Lady Oscar, Cosmocats, Jace, tout ça, c'est beau. Dragon Ball Z, c'est suspendu entre le beau et le drôle sans jamais parvenir à tomber d'un côté ou de l'autre. Et du coup, ça marche pas sur moi. Cependant, à l'instar de tout le reste de ce qui constitue Dragon Ball Z, ce chara-design est apprécié par les fans précisément pour ce qu'il est. Donc il est apprécié pour d'excellentes raisons. Aussi, si je vous ai offensé par mes vitupérations de tout à l'heure,
Dites-vous, je n'aurais rien contre Dragon Ball Z si quelqu'un ne m'avait pas obligé à regarder la série dans son intégralité alors que je ne l'aime pas. Par conséquent, merci de diriger vos attaques à la bombe, colis piégés, tonnerre de Zeus et sortilèges vaudou vers mon binôme, le véritable responsable de ma sortie de tout à l'heure. Ça a été un plaisir de te connaître. Prêtresse. Bon, de toute façon, il faut bien que je sois honnête. J'ai voulu qu'on regarde Dragon Ball Z parce que c'est quelque chose qu'il faut avoir vu, mais la série ne m'a pas tellement convaincu non plus. Je n'ai pas vu la série enfant, mais rendez-vous compte que j'aurais pu. Rendez-vous compte qu'au moment où on diffusait ça. Dragon Ball Z finit en 1996. Donc oui, j'étais forcé à regarder malgré le fait que ce soit les années 90, mais on voit bien que malgré la réalité historique, il est difficile de ne pas classer Dragon Ball Z dans les séries des années 80. D'abord, si on veut être de mauvaise foi, on peut faire la remarque que ça commence en 89. Mais c'est pas tout. Qu'elle soit sérieuse ou humoristique à cause de la volonté générale de ces séries d'être exubérantes et des conséquences qu'a cette volonté sur le dessin, le doublage, la musique et la façon de raconter les histoires, une série des années 80 ou d'avant, ça se reconnaît tout de suite. Ces séries ont une désinvolture qu'on n'a jamais vraiment revue par la suite, et quel que soit leur pays d'origine, elles ont un style général commun qui permet presque toujours de dire au premier coup d'œil si une série date d'avant les années 90 ou pas. Tout est dans le presque. Il y a des exceptions, des séries qui semblent appartenir à un autre temps. Dragon Ball Z fait clairement partie de ces exceptions. Stylistiquement, Dragon Ball Z est plus proche des séries qui se sont faites avant que de celles qui se sont faites en même temps. C'est particulièrement frappant quand on passe au cycle debout, où la musique essaye d'être plus années 90, mais où le doublage continue à être constitué de voix nasillardes comme dans les années 80. Dragon Ball Z ne veut pas passer aux années 90. Elle s'attarde dans le style des années 80 au mépris des progrès de la technique narrative dans les dessins animés de son époque. Ce n'est pas un mal en soi, mais si c'est unanimement reproché à Batman et Robin, on se demande pourquoi on ne le reprocherait pas à Dragon Ball Z. Sans compter que cet attardement dans les années 80 est visiblement volontaire. Le cycle debout commence par un arc court mais intéressant façon histoire de super-héros. C'est Adam Westien dans la mise en scène, mais l'intrigue dans la façon avec laquelle elle fait interagir les personnages entre eux entre avec cet arc dans l'ère moderne des dessins animés. Or, ce thème est assez vite abandonné pour être remplacé par un nouvel arc façon Cell. Dragon Ball Z s'est débrouillé pour être Dragon Ball Z à une époque où les dessins animés s'étaient mis à s'encombrer de choses contraignantes comme le politiquement correct, le dessin sur papier noir, la cohérence scénaristique, et avait renoncé à être juste tape à l'œil et exubérante. Voire, il y a eu Sandokan qui est aussi tape à l'œil et dont le dessin n'est pas très travaillé. Le côté tape à l'œil incohérent et gratuit n'est pas vraiment dans Sandokan, c'est juste dessiné grossièrement. Je suis juste dessinée comme ça. Il y a des moments où les plans des personnages sont un peu zarbi. C'est tout de même plus discret et ça prend davantage la peine de faire illusion que les dessins animés des années 80. Dragon Ball Z ne cherche pas à faire semblant d'avoir un scénario. Du moins, il ne fait pas semblant que le scénario a une quelconque importance. Sangohan et Krillin traversent la galaxie pour demander au dragon de Namek la résurrection de Chaoz et Piccolo. C'est indispensable, c'est le seul moyen de les ramener à la vie. Les boules de cristal de la Terre ont disparu avec Piccolo, et même si celui-ci n'était pas mort, elle serait inefficace sur Chaoz qui est déjà mort une fois. Bref, le but du voyage vers Namek, c'est de ressusciter Piccolo et Chaoz. Et ben, une fois devant le dragon, ils ont oublié pourquoi ils étaient venus. Qu'est-ce qu'on va lui demander? Est-ce que tu as réfléchi? Dans le même genre, Trunks annonce l'arrivée de 2 androïdes particulièrement dangereux, mais finalement les androïdes ne seront pas le véritable danger, et ce ne seront même pas les androïdes qu'il a connus dans le futur. Le méchant est sur le point de conquérir le monde, mais finalement il décide à la place d'organiser un tournoi. Sangohan oublie en 5 minutes que Piccolo et Krillin statufiés attendent dehors la défaite de Dabla. C'est clair, on s'en fout de quelle va être l'histoire, il s'agit juste de trouver des prétextes pour que des personnages très puissants fassent un concours de gonflettes. Et ben voilà, les années 80, c'est ça. On ne part pas avec en tête une histoire ou avec des personnages. On part avec en tête des situations classes et des chara-design marquants. Et on va construire une histoire autour pour permettre à ces situations d'arriver à ces personnages. À partir de là, cette histoire, on peut la construire bien ou mal, peu importe. L'important, c'est qu'on ait Shina qui court sur la chaîne nébulaire, Ryo qui éclate sa race à Arcatacor, la planète Namek qui explose, tant pis pour le nombre d'épisodes que ça prend, et Oscar qui gagne son duel alors qu'elle a le soleil dans les yeux. Sangohan et Krillin devaient oublier Chaoz et Piccolo. Parce qu'il fallait que Vegeta disparaisse pendant son ultime attaque sur Freezer, et donc que le dernier vœu ne soit fait qu'à ce moment-là. Dans les années 80, on n'hésitait pas à rendre le scénario débile juste pour pouvoir mettre une scène de ce genre. Dans les années 80, Sai aurait ressuscité grâce à un rituel magique pour disputer physiquement sa partie avec le Meijin. Dans les années 2000, on s'en abstient. Les personnages ne sont face que par convention graphique et la partie est disputée par internet. Là, tu parles surtout des séries épiques, il y en a d'autres. Les séries, disons romantiques à défaut d'autres mots, sont construites suivant le même principe. Celles qui sont humoristiques partent d'abord du gag, mais dans l'ensemble, on est toujours dans la même recette. On part d'une situation belle et classe, et on construit l'épisode autour.
Tout Max et compagnie a été construit comme ça. Et c'est sans doute pour ça qu'on se retrouve avec des épisodes un peu bizarres, comme celui où Sabrina convainc le mec qui lui fait des avances de plutôt sortir avec Fanny, qu'il n'aime pas, mais qui est amoureuse de lui, parce que, vu qu'il part du Japon bientôt, elle n'aura plus d'autre occasion d'être draguée par lui. Objectivement, c'est un truc horrible à demander. Un truc horrible à accepter. Mais les scénaristes avaient envie de camper une situation où Maxime est angoissé parce que sa sœur est amoureuse, qu'en plus le mec dont elle est amoureuse s'intéresse à Sabrina, et qu'en plus Sabrina a l'air d'accepter ses avances, et la chute a été rajoutée de guingois sans qu'on se demande si ça fait réellement de Sabrina un personnage sympa, et si c'est vraiment bon pour Fanny d'avoir à se contenter de l'affection factice d'un garçon qui de toute façon s'en va. Et Princesse Sarah? Princesse Sarah, c'est un cas particulier. À l'instar des 4 filles du Docteur Marge, de Tom Sawyer ou de Rémi sans famille, c'est une de ces adaptations de romans qui ont fleuri au Japon dans les années 80. La trame de base de l'œuvre d'origine est retranscrite fidèlement, parfois les personnages sont édulcorés ou caricaturés pour plaire un peu plus à la jeune audience, mais la base reste la même, ce qui fait en général une bonne série. Seulement, pour durer aussi longtemps que possible, on ralentit l'action au maximum. Et comme les scènes contemplatives ne suffisent pas à tenir 20 minutes, on rajoute force anecdotes lourdement chargées en pathos. Comme l'histoire est déjà toute faite, les auteurs de ces séries peuvent se consacrer à ce à quoi ils sont le plus doués, la mise en scène. Parce que c'est ça aussi les années 80. La mise en scène est le principal ressort du dessin animé, avant même le thème et l'histoire. Pas n'importe quelle mise en scène. Une mise en scène plus destinée à impressionner qu'à raconter. D'où d'ailleurs les chara-design psychédéliques qui rentraient très bien en jouet. Franchement, un personnage avec cette tête-là, pourquoi on résisterait à l'envie de connaître son histoire ? Ceci dit, c'est peut-être mon esprit de contradiction, mais moi, les personnages du style du ventriloque dans Batman la série animée sont souvent mes préférés. Le côté ce type a l'air normal mais il est pas normal est une recette qui me parle beaucoup. Cette dissonance est d'ailleurs l'aboutissement du processus qui a fait passer les séries de super-héros de X-Men où les personnages sont des figurines articulées qui n'enlèvent jamais leur costume, à X-Men Evolution où Jean Grey passe beaucoup plus de temps en civil qu'en tenue de combat. Au fond, cette évolution graphique va dans le même sens que celle des voix dont on parlait tout à l'heure. Mais bon, j'admets qu'un design impressionnant ça aide à attirer l'attention. Mais il n'y a pas que le chara-design et les voix qui fonctionnent selon ce principe. C'est aussi frappant quand on écoute les musiques de toutes ces séries. À partir des années 90, le thème musical qui sera inséré sur une scène servira à attirer l'attention sur le contenu de la scène, à soutenir l'histoire. Dans les années 80, la musique sert surtout à attirer l'attention sur elle-même. Elle n'est pas au service de l'histoire, elle est à son propre service. Tu regardes trop de VF, les musiques des animés japonais sont toujours comme ça aujourd'hui. Rappelle-toi Digimon Sabers. Peut-être, mais c'est maintenant devenu rare et exclusivement japonais. Soit dit en passant, jusqu'à présent, dans cette rétrospective, on a beaucoup parlé de dessins animés japonais, et on pourrait penser que ces spécificités des années 80 étaient en fait des spécificités des dessins animés japonais, qu'on a moins diffusés ensuite. Mais non. Déjà parce que les dessins animés japonais eux-mêmes ont changé à partir des années 90, mais aussi parce que les dessins animés américains, qui étaient nombreux, étaient comme ça aussi. Oui, et c'était, comme j'ai dit dans ma vidéo sur Transformers, principalement des dessins animés destinés à vendre des jouets. Ce qui fait qu'effectivement, on les construisait à peu près sur le même principe, en partant d'un chara-design et en essayant d'imaginer l'histoire autour. Sauf bien sûr que ce chara-design était créé pour une figurine en plastique ou en métal, pas pour un dessin, donc le type de personnage qui en sortait n'était pas pareil. On a déjà évoqué She-Ra avec son joli monokini blanc incrusté de pierres précieuses, je l'avais. La couronne pouvait se retourner pour être transformée en masque. Mais parfois, le concept du jouet promettait une série classe. Franchement, des gens qui chevauchent des dinosaures munis de missiles, même pas besoin de me dire le pitch, je veux voir tout de suite. Des gens qui chevauchent des dinosaures munis de missiles. Dino Riders. 2 tribus en guerre l'une contre l'autre arrivent du fin fond de l'espace dans un vaisseau spatial, ils passent dans une faille spatio-temporelle, atterrissent sur Terre au temps des dinosaures et ils s'y installent. Il a l'air génial ce concept, pourquoi on l'a pas revu cette série-là? Parce qu'elle m'a pas marqué. Je ne sais pas si elle est fade ou si j'étais pas capable d'apprécier, mais elle m'a pas marqué. Je n'ai retenu que les jouets. D'où la difficulté. Il suffit pas d'avoir un jouet marrant. Encore faut-il bien construire la série qui va servir à le vendre pour qu'elle en vaille la peine. C'est ce qu'a fait Mighty Max. C'est aux exemples de ce genre qu'on voit ce qui a changé en 90. Visiblement, dans les années 80, les Transformers n'ont eu aucun mal à ce que la série en vaille la peine. Les Transformers, c'est une série où un Megazord portant Optimus Prime dans les mains escalade l'Empire State Building. Non, ils n'ont eu aucun mal. C'est sans doute ça la principale différence entre les séries américaines et japonaises de cette époque. Les séries japonaises essayaient d'être classe. Les séries américaines essayaient d'être marrantes. Et celles qui y arrivaient cartonnaient. C'est ce qui a principalement fait le succès des Tortues Ninja. Les Tortues Ninja ne sont pas juste des comiques, ils sont compétents en tant que super-héros. Peut-être, mais ils sont super-héros façon Spider-Man, ils font des blagues pendant qu'ils se battent. Et puis ils vivent dans un univers à la Funky Cops, où la norme est d'être déjanté. Leurs ennemis sont un cerveau dans le ventre d'un robot et un ninja qui cache son visage derrière un masque sans aucune raison, puisque tout le monde connaît déjà son identité, et que ce visage est trop sexy. Shredder. Tu
tu critiques mes notions de mignonitude, mais toi tes notions de sexy m'inquiètent encore plus. N'empêche que, Japon ou États-Unis, la recette est la même. On dirait que le but principal est d'impressionner par des anecdotes classes ou drôles, et on crée une histoire de bric et de broc autour pour pouvoir introduire cette anecdote. Ça expliquerait pourquoi les scénarios des séries des années 80 sont parfois un peu bancals. Ils ne constituaient pas l'objectif principal. Alors même qu'elles renoncent au format feuilleton, les années 90 soignent leur scénario. En fait, comparer les Tortues Ninja à Gargoyle, c'est un bon moyen de se rendre compte de ce qui a changé dans l'état d'esprit des scénaristes des dessins animés entre les années 80 et les années 90. On peut partir de ce principe de prévalence de la mise en scène sur le scénario et mettre quand même de la logique et de la cohérence dans la manière dont les événements vont s'agencer. Mais parmi toutes les séries qu'on a revues pour cette vidéo, il y en a assez peu qui font cet effort. Oh, bien sûr, les défauts de structure ou de cohérence n'empêchent pas forcément la série d'être profonde, intelligente et plaisante, et sinon il y a des séries dont l'aspect what the fuck est franchement efficace pour faire de la comédie. Mais quand je vois le nombre de discours sur internet qui clament que les années 80, les glorieuses années 80, c'était l'âge d'or des dessins animés, qu'on n'a jamais fait mieux depuis, alors que depuis on a quand même fait Batman, Jumanji, X-Men Evolution et un tas d'autres choses, je me dis quand même que cette nostalgie des années 80 est peut-être un tantinet excessive. Ça, on en entend des exagérations, Une exagération, c'est quand on force le trait sur une idée juste. Mais là, c'est pas ça. Premièrement, j'entends souvent « avant, c'était plus intelligent ». Ça, on a vu que c'était faux. Les histoires qu'on nous racontait étaient une succession de bonnes situations, mais elles étaient fréquemment mal racontées, elles faisaient ce qu'elles voulaient avec la cohérence, et on ne prenait pas la peine de les mettre en scène de manière un tant soit peu crédible. Occupé qu'on était à se soucier de faire son effet, et convaincu qu'on était que toute production pour enfants, quelle qu'elle soit, devait avant tout distraire, et pour cela être exubérante. On était capable de raconter n'importe quelle absurdité, on ne soignait pas les dialogues, la traduction n'arrangeait rien. Les personnages, il suffisait qu'ils aient un look et on s'en contentait. Leurs réactions, on ne prenait pas la peine de leur donner une logique, et eux, on ne se souciait pas de les rendre attachants. Donc la cohérence dans les scénarios n'était pas toujours au rendez-vous à cette époque. Mais ces séries faisaient exprès d'être comme ça, car elles voulaient surtout marquer. Elles voulaient être amusantes à regarder avant même de chercher à parler de quelque chose. Elles l'étaient, mais ça n'y rendait pas plus intelligentes. Face à ça, à partir des années 90, on a eu des séries qui pouvaient être regardées avec les adultes et appréciées par eux, quels que soient leurs défauts. Parce que les objectifs de ces séries se rapprochaient davantage de ceux que se fixe la fiction pour adultes en général. C'était à des degrés différents, et c'était pas dans toutes les séries, mais c'était la tendance. En fait, quand on dit qu'avant c'était plus intelligent, en général, l'argument invoqué, c'est qu'avant, les dessins animés abordaient des thèmes plus durs, plus noirs et plus violents. Ce qui n'a rien à voir avec l'intelligence, plus avec la sensibilité. Sans compter que si on dit qu'avant les dessins animés étaient plus matures, on n'a pas forcément raison. Avant, Dorothée ne savait pas trier, c'est pas pareil. Comme je disais dans la review sur Clémentine, c'est pas qu'avant on prenait pas les enfants pour des cons et maintenant si. C'est qu'avant on les prenait pour des cons à qui on peut parler de tout, et maintenant on les prend pour des cons à qui il ne faut parler de rien. Bon, les petites historiettes à la fin des grandes vacances sont quand même pas spécialement soft, et je parle pas du sort du cochon dans la série même. Oui, mais il faut reconnaître que la violence explicite reste quand même plus rare que dans les années 80. On n'a pas cessé d'aborder des thèmes durs ou graves, mais on en parle différemment, avec plus de douceur, de prudence. Cette prudence peut consister à ne jamais dire mort ou tuer comme dans Spider-Man, c'était déjà le cas dans les années 80, ou à adopter un ton désinvolte et une esthétique légère pour contrebalancer le fait qu'on parle de violence et d'abandon comme dans Ma vie de courgette. Mais en tout cas, si on ne s'interdit pas de représenter les aspects les plus tristes du quotidien dans les dessins animés, on s'oblige quand même à une certaine réflexion sur la manière de les représenter. Une réflexion qu'on s'imposait moins avant. Deuxième truc. Avant c'était mieux parce qu'il y avait des dessins animés japonais sur les grandes chaînes. C'est vraiment pas un gage de qualité. C'est sûr que les feuilletons c'est généralement plus intéressant et que les animés japonais sont beaucoup plus souvent des feuilletons. C'est vrai aussi que les dessins animés japonais n'hésitent jamais à être explicites. Mais la violence explicite ce n'est satisfaisant que quand on est enfant et qu'on veut être transgressif. C'est sûrement pour ça qu'on regardait autant Happy Tree Friends quand on était préado. Et franchement, on ne peut que se féliciter que le tri ait été plus rigoureux dans les années 90 quand on voit ce qui se faisait à l'époque en termes d'animés japonais. Des animés à chier qui sortaient par paquet de 10 à peine diffusés aux États-Unis, trouvables uniquement en VHS à côté d'animés moins mauvais mais extrêmement violents et durs à côté desquels Ken le survivant c'est de la rigolade. Encore une fois, ces dessins animés ne pouvaient intéresser que les gamins qui voulaient se sentir plus grands en regardant les trucs les plus violents. Quand on a grandi, on se moque de si la violence est explicite ou seulement suggérée. Et si c'est vrai que la violence explicite est plus rare dans les dessins animés aujourd'hui que dans les années 80, on n'a jamais cessé de parler de thèmes durs, on en a juste une approche différente, focalisée sur le fait de dire tout ce qui est utile pour le scénario, mais pas plus. Sauf si vraiment on y tient beaucoup. Reste cette question des feuilletons. Oui, redisons-le, un feuilleton ça attire plus attention. Mais quand on a commencé cette émission, on n'avait absolument pas l'intention de se focaliser sur les dessins animés occidentaux, qui ne sont généralement pas des feuilletons. Notre critère, c'était vraiment juste de chercher ceux qui étaient de qualité. Et finalement, la plupart des dessins animés qui sont sortis du tri se trouvent être occidentaux, et même ne pas être des feuilletons. Le Japon et ses feuilletons ne sont pas une garantie de supériorité, ni même un critère pour décider si un dessin animé est bon ou pas. Bon, c'est vrai que les dessins animés japonais, on les connaît moins. Mais le manque de diffusion des dessins animés japonais sur les grandes chaînes n'a pas empêché le public de les découvrir ensuite avec Internet. Et c'est d'ailleurs quand les enfants les plus âgés se sont tournés vers Internet que les grandes chaînes se sont mises à diffuser des programmes de moins en moins variés et uniquement à destination du public le plus jeune. Parce que finalement, côté diffusion, les années 90 ont été la période la plus variée. Les minicums, une chaîne par tranche d'âge, et des dessins animés américains, japonais et européens de toutes les époques diffusés côte à côte.
On n'importait plus de séries comme Lady Oscar, mais on diffusait toujours Lady Oscar. Troisième truc, les dessins animés des années 80 sont moins connus et c'est pas juste. C'est surtout faux ça aussi. Si on en juge par le nombre de forums et d'occurrences sur internet, les dessins animés des années 80 sont souvent plus connus, ont plus marqué et ont une plus grande communauté de fans que les dessins animés des années 90. Oui, tu m'as expliqué que ces séries étaient des précurseurs et que les années 90 n'auraient pas été les années 90 sans les années 80. Mais tout de même, cette différence de motivation entre les enfants des années 90 et ceux des années 80 pour défendre les séries de leurs enfances respectives me laisse perplexe. Pourquoi les natifs des années 80 sont-ils si motivés? Bah ça, tu vois, j'ai ma théorie là-dessus. Quand on voit la manière dont les adultes de l'époque se souviennent encore aujourd'hui des dessins animés de l'ère Dorothée, on se dit que les enfants des années 80 ont dû aimer leurs dessins animés envers et contre la communauté des adultes qui clamaient que ces dessins animés étaient de mauvaise qualité. Alors que les enfants des années 90 ont été élevés par des adultes peut-être un peu moins réprobateurs, sans doute un peu parce qu'ils étaient d'une génération plus habituée à la télé, et sûrement aussi parce que les dessins animés diffusés étaient incontestablement de bonne qualité. C'est impossible de voir Batman et d'en conclure que c'est bête et méchant. Alors que ça... si. Les enfants des années 80 ont donc appris à faire un prosélytisme que n'ont pas appris les enfants des années 90. Et aujourd'hui, les adultes ont davantage tendance à reparler des dessins animés des années 80 que des années 90. Ce serait juste ça? Bien sûr que non, il y a aussi, comme j'ai déjà dit, le fait que ces dessins animés sont des précurseurs. Ils ont posé les jalons du genre. On doit considérer les dessins animés de cette époque comme issus d'une phase de recherche, dont les expériences ont donné des résultats divers et variés. D'ailleurs, variés, c'est le mot. L'aspect phase de recherche a permis de créer et d'explorer bien des genres. Tiens, un argument en faveur des années 80 que tu n'as pas encore cité. Les dessins animés des années 80 ont des personnages plus profonds, plus complexes que les séries de maintenant. Lorsque nous avons replongé dans les Samouraïs de l'Éternel, les Chevaliers du Zodiaque, Max et compagnie et les autres trucs, nous avons trouvé au contraire que ces personnages n'étaient pas aussi réussis qu'ils auraient dû. Le cas des Samouraïs de l'Éternel étant un cas extrême. Et encore une fois, ce qui nous a donné ce sentiment, c'est que ces personnages sont les mêmes que ceux qui ont été faits depuis. Mais depuis, ils ont été refaits en mieux. Ikki est devenu Zuko, Sangoku est devenu Luffy. Ce n'est pas que les personnages des années 80 étaient meilleurs, c'est pas non plus qu'ils étaient moins bons. C'est que ça nous frustre de les voir aujourd'hui, maintenant que leur potentiel a été exploité dans d'autres histoires, dans une version plus brouillonne et moins aboutie. Mais même si aujourd'hui on a Loulou de Montmartre pour nous montrer ce qu'auraient dû être Sophie et Virginie et Hikaru no Go pour nous faire voir ce qu'aurait pu être le petit chef, il faut faire l'effort d'oublier qu'on nous a re-raconté ces histoires un tas de fois et se rappeler qu'il s'agit là de la toute première version. Ok, mais ces dessins animés un peu expérimentaux, un peu bancals, tu as dit que leur intérêt n'était pas juste archéologique, alors pourquoi les regarder? Ben déjà parce que, en dépit de tout ce qu'on a dit dans cette review, on peut les regarder pour le plaisir. Certains sont tout de même plaisants, certains sont même des plaisirs coupables. Franchement, une bonne dose de Le Petit Chef et ta journée est faite. Alors oui, tout n'est pas bon à revoir. Oui, beaucoup de ces séries ne passent plus une fois devenues adultes. Mais elles sont nombreuses, et parmi elles, il y a des perles qu'il faut prendre la peine de chercher. Parce que ce genre de choses ne se fait plus maintenant. Maintenant, on ne raconte plus le mariage entre un chien et un chat dans une série sur le diable qui torture une petite fille paraplégique. Ce genre de choses, c'est l'apanage des glorieuses années 80. Les glorieuses années 80, qui n'étaient certes pas l'âge d'or des dessins animés, mais la jeunesse de leur popularité. Il s'agit d'une époque expérimentale où on osait faire surfer des gens sur des sushis, où on ne retournait pas les scènes sans costume des Sentai parce qu'on supposait que les petits Européens étaient capables de s'identifier à des personnages asiatiques, même s'ils étaient asiatiques. Ou plutôt parce qu'on ne supposait rien du tout. On ne se laissait pas entraver par des suppositions. On créait des dessins animés, on les exportait et on les diffusait. Cette désinvolture en a scandalisé plus d'un, non sans raison bien sûr. Mais cette désinvolture a fait qu'on a inventé un genre, des recettes, des méthodes de narration, bref, une base sur laquelle de merveilleuses histoires ont pu être créées et continuent à être créées aujourd'hui. Cette désinvolture a aussi fait qu'à cette époque, on a découvert qu'au-delà du continent, très loin à l'est, il y avait un pays avec d'autres références culturelles, d'autres habitudes quotidiennes, un autre humour, un autre style de dessin. L'attraction de l'exotisme nous a fait aimer ces choses qui nous paraissaient si étrangères. Nous avons appris à ne pas être ethnocentrés, malgré les tentatives des traducteurs de remplacer les takoyaki par des croquettes et Tokyo par les polices. Nous avons envisagé qu'il existe une autre façon de vivre et nous avons grandi avec la conscience de l'altérité. Mais surtout, principalement, cette désinvolture nous a enseigné une façon spécifique de lire et d'écrire, où l'envie de situation, de tableau précède l'envie d'histoire. J'aime les histoires.
Et je suis contente qu'il y ait eu les années 90 pour développer l'amour de la fiction pour la fiction. La mode des scénarios qui tiennent la route et des esthétiques réfléchies et cohérentes. Mais laissez-moi ici apporter mon témoignage personnel. Des histoires, parfois, j'en écris. L'impératif de faire une bonne histoire, avec des personnages bien construits, un scénario cohérent et une esthétique intéressante, c'est un bon impératif. Mais il peut être inhibant. Il vaut parfois à l'auteur de rester coincé devant sa feuille blanche sans plus parvenir à écrire. Et dans ces situations, rechercher en soi un peu de cette désinvolture enseignée par les années 80, cette simple envie de faire des tableaux et des situations, peut permettre de retrouver l'impulsion d'écrire. On ne renonce pas à son ambition de faire une véritable histoire pour autant. On retravaille le premier jet qui a ainsi jailli. Mais parfois, juste le temps du premier jet, il est bon de retrouver cette légèreté d'écrire, affranchie de toute autre ambition que celle d'avoir une situation classe qui arrive à un personnage classe. Les années 80 nous ont appris à imaginer de façon décomplexée. Et si tant d'auteurs de dessins animés semblent aujourd'hui s'inspirer de cette glorieuse période, je crois que c'est parce que, comme pour moi, c'est à cette époque que leur imagination est devenue fertile. S'il n'y avait pas eu les années 80, il n'y aurait pas eu les années 90, ni les années 2000, ni les suivantes. Ce sont les dessins animés des années 80 qui ont mis en place les fondations pour qu'il y ait des dessins animés qui méritent qu'on s'en souvienne. Les devins, les sorciers, les somnambules s'agitaient comme des fous sur leur pendule quand on leur a demandé ce qui allait arriver. Tous ces braves gens ravis comme un seul homme ont déclaré: le nez de Dorothée, qu'on se le dise, restera cette année dans sa valise, au milieu des chaussettes rouges et jaunes à petits pois. On se prendra plus les pieds dedans quand elle regarde en bas. À New York, la statue de la liberté s'ennuyait sur son socle. Elle